En 2019, plus de 500 millions de personnes ont manifesté dans le monde entier. Le rêve d'un monde sans exploitation ni oppression est vivant. Aujourd'hui, le système mondial impérialiste connaît une crise qui touche toute la société et les gens cherchent des alternatives fondamentales. Il n'y en a pas, disent les dirigeants. Leur motif ? Les travailleurs, les masses populaires du monde ne doivent pas avoir l'idée de remettre en question le capitalisme. Il y en a une, dit Friedrich Engels. Karl Marx et lui développent le rêve des opprimés en une science, le socialisme scientifique. Ensemble, ils créent les fondements de l'idéologie prolétarienne. Friedrich Engels est un grand théoricien et en même temps, avec sa pratique révolutionnaire, il est à l'avant-garde du mouvement ouvrier révolutionnaire de son époque. Né en 1820, il ne devient pas capitaliste, mais révolutionnaire contre la volonté de son père. Friedrich Engels est un classique du marxisme-léninisme, mais il est sans doute le classique le plus sous-estimé, y compris dans le mouvement révolutionnaire et ouvrier. Le film incite à nous faire notre propre idée de l'œuvre et de la vie de Friedrich Engels. Ainsi, il fait partie du mouvement « Aucune chance à l'anticommunisme ». Et voici les étapes de notre voyage exploratoire vers Friedrich Engels. 1. L'auteur classique le plus sous-estimé. 2. Friedrich Engels et le mouvement ouvrier. 3. Engels explore la dialectique de la nature. 4. Socialisme utopique et socialisme scientifique. 5. Engels, brillant polémiste et son anti-Düring. 6. Maître à penser de la libération de la femme. 7. Du fils capitaliste au communiste. Friedrich Engels est souvent présenté uniquement comme l'aide, l'ami ou même seulement le fiancé de Karl Marx. Le maître à penser et cofondateur du MLPD, Willy Dicot, écrit par contre: Le rôle d'Engels dans la création de la théorie du matérialisme dialectique et historique n'est pas moins important que celui de Marx. Marx lui-même rend hommage à Engels en tant que un des représentants les plus éminents du socialisme contemporain. Et il le décrit comme une véritable encyclopédie universelle, capable de travailler à toute heure du jour ou de la nuit, rapide à écrire et à comprendre, comme le diable. Dans l'élaboration de l'idéologie prolétarienne, indissociablement liée à une polémique scientifique contre les théoriciens bourgeois et petits bourgeois, Engels a acquis des mérites pour des siècles, soit en coopération avec Marx, soit indépendamment. Engels est l'auteur d'ouvrages pionniers tels que l'Anti-Düring, la dialectique de la nature, l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Avec Marx, il écrit le manifeste du Parti communiste qui, à part la Bible, est le livre le plus souvent traduit au plan mondial. Karl Marx meurt à seulement 64 ans le 14 mars 1883, avant de pouvoir terminer sa grande œuvre Le Capital. Sans hésiter, Engels prend cette tâche en main et met son propre travail en attente. Il commence à travailler sur les 2e et 3e volumes. Cette tâche gigantesque prendra plus de 10 ans, car lui seul connaît le travail préliminaire de Marx. De plus, après la mort de la femme de Marx, Jenny, il est également le seul à savoir lire l'écriture de Marx. Sur la question des paysans, il a également élaboré l'attitude fondamentale des communistes qui est toujours valable aujourd'hui. Les œuvres les plus importantes de Marx et Engels sont publiées ensemble en 44 volumes. À eux deux, ils ont écrit pas moins de 4170 lettres. Engels n'a pu développer la théorie révolutionnaire que parce qu'il était aussi à l'avant-garde des luttes de classe au plan pratique. En 1841, il se rend à Berlin et effectue un service militaire volontaire d'1 an au sein de la brigade d'artillerie de la Garde. Il en arrive au fur et à mesure à la conclusion qu'en tant que révolutionnaire, il doit avoir des compétences militaires, et il en aura bientôt besoin.
En 1848-49 éclate la révolution bourgeoise contre le régime féodal sous domination prussienne. En tant que compagnon de lutte d'une association ouvrière de Cologne, Engels appelle 10 000 travailleurs au combat pour la liberté lors d'un rassemblement dans les prés bordant le Rhin. En mai 1849, la commission militaire révolutionnaire d'Elberfeld le charge d'inspecter les barricades contre les troupes prussiennes à l'approche et d'installer des canons. Mais le comité de sécurité bourgeois finit par lui demander de quitter la ville. Engels écrit quelques jours plus tard dans Neue Reichsliche Zeitung : La bourgeoisie d'Elberfeld était cependant si alarmée par sa présence qu'elle craignait à chaque instant qu'il ne proclamât la République rouge. Les ouvriers du Bergischland commencent à s'agiter et promettent de protéger Engels au péril de leur vie. En cas d'arrestation, il risquait d'être exécuté sur le champ. Il échappe à l'arrestation malgré un avis de recherche. Il s'en sort pour aller à Baden où il reprend le combat en tant qu'adjudant. La bourgeoisie trahit les ouvriers et s'allie aux souverains féodaux. Il réprime la révolution dans le sang. Engels doit à nouveau fuir, cette fois-ci vers la Suisse. Il fait le bilan de ses luttes, pour lesquelles il étudie en profondeur le premier dialecticien de la science militaire, Karl von Clausewitz. Il devient ainsi le premier théoricien militaire du mouvement ouvrier et on le surnomme le général. Friedrich Engels est avide d'apprendre. Il possède des connaissances approfondies dans tous les domaines des sciences naturelles, de la politique, de la philosophie et de l'histoire. Dans des milliers de lettres, il discute et correspond avec des représentants du mouvement ouvrier en Europe et en Amérique, avec des éditeurs, des poètes ou des scientifiques, par exemple avec Heine, Bebel, Liebknecht, Freiligrath, Bernstein, Kautsky ou Schorlmer. Il écrit des articles pour des journaux dans de nombreux pays. Il parle 20 langues et peut en comprendre d'autres. Il assume des tâches dans le mouvement ouvrier international et fait des voyages en France, en Écosse, en Norvège et en Amérique du Nord. Sa vie durant, il a mis ses capacités extraordinaires au service du mouvement ouvrier. C'est l'époque de l'industrialisation, des débuts du capitalisme. Le pouvoir des empereurs, des rois, de l'Église et de la noblesse, le féodalisme n'ont pas encore été vaincus. Mais une nouvelle contradiction de classe se développe déjà. Les capitalistes d'un côté et la classe ouvrière, le prolétariat, de l'autre. Friedrich Engels est le fils aîné d'un capitaliste du textile en plein essor. Le jeune Frédéric parcourt le monde avec les yeux ouverts. À l'âge de 19 ans, il écrit « C'est une terrible misère qui règne parmi les classes, inférieures en particulier parmi les ouvriers des usines du Wuppertal. » Le père de Frédéric l'envoie à Manchester en Angleterre dans sa société partenaire Hermann et Engels. Mais le fils rebelle profite de son séjour en Angleterre pour se renseigner sur la situation des ouvriers. Tous les soirs, il se rend dans les quartiers terriblement pauvres des familles ouvrières et se lie d'amitié avec elles. Il traite ses expériences dans son premier grand ouvrage, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, d'après les observations de l'auteur et des sources authentiques. Dans la préface, il parle de la genèse du livre. J'ai renoncé à la société et au banquet, au porto et au champagne de la classe moyenne. Et j'ai consacré mes heures de loisirs presque exclusivement à la fréquentation de simples ouvriers. Je suis à la fois heureux et fier d'avoir agi de la sorte. Heureux parce que j'ai appris à connaître votre véritable existence. Fier parce que j'ai eu ainsi l'occasion de rendre justice à une classe opprimée et calomniée.
Il explore et décrit en détail comment le triomphe du capitalisme repose sur l'exploitation impitoyable des travailleurs. Il s'indigne, par exemple, du fait que dans certaines usines, ce sont surtout les enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui travaillent parce qu'ils ont des mains plus petites et plus mobiles. Engels est le premier, avant même Karl Marx, à reconnaître dans la classe ouvrière la seule classe révolutionnaire. Engels rend hommage à la classe ouvrière ainsi. Ils sont unanimes à penser qu'ils constituent, en tant que working men, titre dont ils sont fiers, une classe particulière qui possède des intérêts et des principes propres, et des conceptions particulières en face de tous les possédants, et, en même temps, qu'en eux réside la force et la faculté de développement de la nation. Lénine écrit dans sa nécrologie d'Engels : Beaucoup, avant lui, avaient déjà dépeint les souffrances du prolétariat. Engels fut le premier à déclarer que le prolétariat n'est pas seulement une classe qui souffre, mais que la situation économique honteuse où il se trouve le pousse irrésistiblement en avant et l'oblige à lutter pour son émancipation finale. Friedrich Engels reconnaît que la classe ouvrière ne peut déployer sa force que de manière organisée. En 1847, il rejoint avec Marx l'association secrète la Ligue des Justes. Sous leur influence, elle devient la Ligue des communistes. C'est au nom de celle-ci que naît le manifeste du Parti communiste, mondialement célèbre, qui se termine par la phrase bien connue « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». En 1864, la première association internationale des travailleurs est fondée à Londres sous l'influence décisive de Marx et Engels. L'éducation de la classe ouvrière dans l'esprit de l'internationalisme prolétarien constitue leur plus grand mérite historique. La construction de l'international se fait dans des luttes acharnées avec différents courants petits bourgeois. Ainsi, Engels polémique-t-il contre le fondateur de l'anarchisme, Bakounine. Engels appelle les anarchistes un mouvement sectaire qui, avec ses cris ultra-révolutionnaires, représente le stade de l'enfance du mouvement prolétarien. Et, à ce titre, doit être vaincu. Treize ans plus tard, en 1889, Engels contribue au fait qu'à Paris, environ 400 délégués d'organisations ouvrières de 20 pays fondent la Deuxième Internationale socialiste. Pour commémorer la lutte des ouvriers de Chicago pour la journée de 8 heures, il déclare le 1er mai Journée internationale de lutte. Le 1er mai 1890, Engels, qui a lui-même participé à toutes les célébrations du 1er mai jusqu'à ses vieux jours, écrit : Au moment où j'écris ces lignes, le prolétariat d'Europe et d'Amérique passe la revue de ses forces, pour la première fois mobilisé en une seule armée, sous un même drapeau. Ainsi, Friedrich Engels, avec Marx, fait ressortir le rôle dirigeant et décisif de la classe ouvrière. Aujourd'hui, le soi-disant postmodernisme attaque précisément ce rôle dirigeant de la classe ouvrière dans le mouvement révolutionnaire. Dans ce sens, le professeur d'université britannique Paul Mason affirme, et aussi explicitement contre Engels, que ce n'est plus la classe ouvrière qui est le moteur des changements historiques, mais l'homme en réseau de l'ère informatique. Selon le postmodernisme, la classe ouvrière est en train de mourir. Mais M. Mason serait bien avisé de quitter pour une fois ces espaces universitaires post-capitalistes et auto-organisés, pour risquer un regard sur le vaste monde. En effet, la classe ouvrière, en particulier le prolétariat industriel international, s'est en réalité développé à pas de géant. Rien que dans les 500 plus grands supermonopoles internationaux, il y avait en 1990 25 millions d'ouvrières et d'ouvriers, alors qu'en 2017, ils étaient 67,7 millions. En Allemagne aussi, les ouvriers constituent la classe la plus grande. Ce fait est souvent dissimulé, par exemple, en classant les ouvriers dans le secteur des services dans les statistiques. Mais un serrurier reste un ouvrier, qu'il soit exploité dans une entreprise industrielle, à l'aéroport ou comme intérimaire. Selon la logique de M. Mason, la classe ouvrière n'a plus le droit à sa propre idéologie. Ce qui le décrit le plus justement, c'est ce qu'Engels a écrit sur les philosophes qui soutiennent l'État. Le vieil esprit théorique intransigeant
a vraiment complètement disparu, pour faire place à un éclectisme vide, aux affres des considérations de carrière et de revenus, et jusqu'à l'arrivisme le plus vulgaire. Et ce n'est que dans la classe ouvrière que le sens théorique se maintient intact. Là, il est impossible de l'extirper. Là, il n'y a pas de considération de carrière, de chasse au profit, de protection bienveillante d'en haut. Au contraire. Auch 200 Jahre nach Engels Geburt gibt es noch Arbeiter und Kapitalisten. Même 200 ans après la naissance d'Engels, il y a encore des ouvriers et des capitalistes. Il y a l'exploitation et la lutte de classe. Celui qui ne veut pas le croire est invité à en parler avec mes collègues de l'aciérie. Les théories et pratiques bourgeoises refusent aux travailleurs le droit de s'organiser et de lutter pour leurs intérêts de classe. Par exemple, en interdisant les drapeaux du parti marxiste-léniniste. En fin de compte, cela sert à maintenir les travailleurs dans leur situation d'opprimés. La classe ouvrière existe et elle a donc besoin de sa propre idéologie et de son organisation, de sa propre théorie et de son propre parti pour défendre ses intérêts. C'est pourquoi le parti marxiste-léniniste d'Allemagne, le MLPD, a sa ligne principale de combat dans les grandes entreprises de l'industrie, de la logistique et de la communication, et dans les centres industrialisés des secteurs sociaux, de la santé et de l'éducation. La classe ouvrière doit prendre conscience de son rôle. Pour ce faire, elle doit se libérer de l'idéologie bourgeoise, du mode de pensée petit bourgeois, de l'influence des partis bourgeois et de leurs théories. Elle peut alors également se libérer politiquement de l'exploitation et de l'oppression du capitalisme, développer son indépendance de classe, construire son parti révolutionnaire, fermement ancré dans les masses populaires et vaincre le capitalisme par la voie révolutionnaire. Pour cela, les ouvriers doivent aujourd'hui s'assimiler l'œuvre d'Engels. Engels vit à l'époque de la transition du féodalisme au capitalisme. Avec les rapports de production, la superstructure est transformée également. Ce sont les institutions juridiques et politiques, l'idéologie, les idées et la science. Tout se met en mouvement. Pour Engels également. Enfant et adolescent, il est encore religieux et impressionne à l'école par sa connaissance de la Bible. Mais il constate que son père et d'autres capitalistes de Wuppertal prêchent la charité à l'église le dimanche et les jours de la semaine, ils exploitent impitoyablement les travailleurs. Ainsi, le début de ses considérations philosophiques est la critique de la religion. Son ami Karl Marx le résume plus tard. Au lieu du « bonheur illusoire du peuple », comme il l'appelle la religion, il exige le véritable bonheur. À l'âge de 19 ans, Engels s'intéresse à Georg Wilhelm, Friedrich Hegel, le plus grand philosophe du capitalisme allemand émergent. L'enseignement de Hegel est un progrès pionnier que Willy Dicot décrit ainsi. C'est justement ceci qui constitue le noyau révolutionnaire de la philosophie de Hegel, qu'il ne peut y avoir rien de final, fixé dans la pensée et l'action humaine, mais que tout bouge, change et se développe. Mais Hegel est idéaliste. Pour lui, la réalité n'est que le produit d'idées qui existaient déjà avant le monde réel et matériel. L'idéologie idéaliste est résumée en bref dans la Genèse biblique. Au commencement était le Verbe. Engels soulève la question. Quel est l'élément primordial, l'esprit ou la nature ? Le monde a-t-il été créé par Dieu ou existe-t-il de toute éternité ? Et il répond. Selon qu'il répondait de telle ou telle façon à cette question, les philosophes se divisaient en deux grands camps. Ceux qui affirmaient le caractère primordial de l'esprit par rapport à la nature, et qui admettaient par conséquent, en dernière instance, une création du monde de quelque espèce ce fût, formaient le camp de l'idéalisme. Les autres, qui considéraient la nature comme l'élément primordial, appartenaient aux différentes écoles du matérialisme. Le moment est venu de clarifier cette question idéologique fondamentale.
Dans les XVIIIe et XIXe siècles, la conception du monde traditionnel et hostile aux sciences avec les dogmes médiévaux de l'Église est de plus en plus ébranlée par les connaissances des sciences naturelles, en astronomie, géologie, anatomie, chimie, physique ou biologie. L'humanité apprend à comprendre scientifiquement la réalité matérielle dans la nature. Le matérialisme et la dialectique font leur entrée dans la science. C'est un progrès énorme. Le matérialisme primitif est souvent encore rigide et peu historique, ne reconnaissant au départ que les lois mécaniques du mouvement, comme celles de la cause et de l'effet. Engels le définit comme matérialisme purement métaphysique, exclusivement mécanique. Engels reconnaît le mouvement, le développement et que la progression future dans les sciences naturelles ne pourra se réaliser qu'à l'aide de la dialectique. Marx et Engels s'approprient les grandes avancées du critique matérialiste de la religion Ludwig Feuerbach ainsi que les idées de la dialectique de Hegel. Ils libèrent le matérialisme de Feuerbach de sa métaphysique et la dialectique de Hegel de son idéalisme. Ils développent la méthode dialectique et l'appliquent de façon matérialiste à la nature, à la société et à la pensée humaine. Ils remettent ainsi sur les pieds la dialectique de Hegel qui était sur la tête, la science révolutionnaire du matérialisme historique et dialectique est née. Elle est depuis des années notre meilleur instrument de travail et notre arme la plus acérée. Soulignent Marx et Engels. Inspiré par une passion de recherche insatiable, Friedrich Engels l'applique à l'énorme masse de connaissances positives des sciences naturelles de son époque. Son ouvrage, Dialectique de la nature, résume que dans la nature s'imposent les mêmes lois dialectiques du mouvement qui, dans l'histoire aussi, régissent ces événements, les mêmes lois qui forment également le fil conducteur dans l'histoire de l'évolution accomplie par la pensée humaine. Et il écrit sur l'unité de l'homme et de la nature. Et ainsi, les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature, comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, mais que nous lui appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein, et que toute notre domination sur elle réside dans l'avantage que nous avons sur l'ensemble des autres créatures, de connaître ses lois et de pouvoir nous en servir judicieusement. L'idée que l'homme et la nature forment une unité dialectique est donc devenue, dès le début, un principe du marxisme-léninisme. Par l'ingénieuse prévoyance de Marx et Engels, la question écologique est ainsi devenue une question fondamentale du socialisme scientifique. Aujourd'hui encore, il existe une multitude de découvertes révolutionnaires et nouvelles. Par exemple, nous pourrions mettre en place un système complet de gestion du recyclage basé sur les énergies renouvelables. Mais, dans l'impérialisme, les sciences naturelles sont dominées par la conception métaphysique idéaliste du monde. Il n'est pas possible de reconnaître des corrélations globales et donc de contribuer à des solutions des problèmes les plus urgents de l'humanité. Au lieu de cela, tout progrès est subordonné aux intérêts de profit des monopoles internationaux. Par exemple, si à l'heure actuelle, une production de batteries pour des milliards de voitures particulières est mise en place avec pour conséquence des dégâts à l'environnement gigantesques, au lieu de développer simplement un système de transport alternatif. Ainsi, le monde actuel se dirige vers une catastrophe environnementale globale avec le danger mortel de détruire toutes les bases d'existence de la vie humaine. Je suis fermement convaincu que la dialectique matérialiste de Friedrich Engels est d'une grande actualité et qu'elle est absolument nécessaire. Après la mort de Marx et Engels, il y a eu pendant de nombreuses années, et contrairement à leur conception, une sous-estimation de la question environnementale dans le mouvement ouvrier international. Cela commence dès le congrès de Gotha du SPD en 1875. On lui présente un projet de programme qui qualifie le travail comme la seule source de richesse, et ignore les matières naturelles. Karl Marx et Friedrich Engels ont immédiatement critiqué sévèrement ce projet de programme économiste, mais c'est seulement 16 ans plus tard, sur l'insistance véhémente d'Engels, qu'une correction formelle y est apportée. La direction du SPD n'a pas fait d'autocritique sur le fond, ce qui a eu de graves conséquences. Le SPD, aujourd'hui parti monopoliste,
montent même systématiquement les mouvements ouvriers et environnementaux l'un contre l'autre. Le MLPD a contribué à ramener dans la conscience du mouvement révolutionnaire et ouvrier international les connaissances d'Engels sur la dialectique et la nature et l'unité fondamentale de l'homme et de la nature, à les intégrer dans ses bases programmatiques et à développer sa pratique en conséquence. Le livre de Stefan Engels, Alerte à la catastrophe, que faire contre la destruction délibérée de l'unité de l'homme et de la nature, prouve par conséquent de manière cohérente qu'aujourd'hui, la prévention d'une catastrophe environnementale mondiale est devenue une question de survie pour l'humanité. Comme ses principales causes se trouvent dans l'économie capitaliste de profit, la lutte pour l'environnement exige aujourd'hui une lutte qui transforme la société. Au début du XIXe siècle naissent des idées utopiques, romanesques du socialisme. Engels les étudie et les examine sous l'angle de leur applicabilité. Leurs auteurs, Saint-Simon, Fourier et Owen, reconnaissent la contradiction qui fait son apparition entre les classes ouvrières et capitalistes. Ils conçoivent des projets et des usines pour sauver les ouvriers de leur misère. Tous doivent participer à parts égales à la richesse, et les femmes et les hommes doivent être égaux en droit. Engels reconnaît la portée historique universelle de ces conceptions et en reprend toutes les idées progressistes. Mais en même temps, il critique leur essence idéaliste, car les utopistes veulent explicitement faire de ces idées une réalité sans aucune lutte des classes. Bien qu'ils dénoncent les injustices du capitalisme, ils n'en font aucune critique scientifiquement fondée. L'anticommunisme laisse encore une marge de manœuvre à des idéaux utopiques ou à des morceaux passe-partout d'une société sans classe. Tant que ça reste aussi abstrait et idéaliste que possible. Du point de vue de la classe dirigeante, cela ne constitue pas un danger. C'est pourquoi Engels constate. Pour faire du socialisme une science, il fallait d'abord le placer sur un terrain réel. Le socialisme scientifique comprend quelques grandes découvertes importantes. La révélation du secret de la production capitaliste, la théorie de la plus-value, la conception matérialiste de l'histoire, la dialectique matérialiste et la méthode dialectique. Engels résume ainsi la théorie de la plus-value. Il fut prouvé que l'appropriation de travail non payé est la forme fondamentale du mode de production capitaliste et de l'exploitation de l'ouvrier qui en résulte. Que le capitaliste en tire pourtant plus de valeur qu'il n'en a payé pour elle, et que cette plus-value constitue, en dernière analyse, la somme de valeur d'où provient la masse de capital sans cesse croissante, accumulée entre les mains des classes possédantes. L'ouvrier est toujours contraint à vendre au capitaliste son travail en tant que marchandise. Donc c'est jeter de la poudre aux yeux lorsque le SPD se présente aux élections avec le slogan « du bon argent pour un bon emploi » ou avec la revendication des salaires justes. Aujourd'hui encore, le système salarial capitaliste est basé sur l'exploitation et ne récompense pas le bon travail. Selon les historiens et économistes bourgeois, l'exploitation n'existe que par le biais de sous-traitants, par exemple dans les abattoirs. Sinon, elle n'existerait plus en Allemagne. Mais à quoi ressemble la réalité ? Toutes les valeurs créées par l'ouvrier sont appropriées par le capitaliste. Seule une petite partie est versée à l'ouvrier en tant que salaire. Le capitaliste s'approprie en privé la plus-value produite dépassant cette part. C'est bien en cela que consiste l'exploitation. Et déjà, Marx et Engels prouvent que l'exploitation augmente d'autant plus que la productivité augmente. Dans l'industrie automobile allemande, le chiffre d'affaires par employé est passé de 220 000 € à 570 000 € entre 1997 et 2017. Cela signifie que les monopoles automobiles allemands en tirent 160% de plus par employé. Les ouvriers industriels produisent donc une énorme richesse sociale, que toutefois une petite couche du capital financier international dominant sans partage s'approprie à titre privé. Il faut se battre pour des salaires plus élevés, mais en fin de compte, les travailleurs doivent s'engager à atteindre l'objectif d'abolir l'exploitation et l'oppression,
C'est pourquoi Marx et Engels ont lancé le mot d'ordre « à bas le salariat ». Marx et Engels écrivent sur la conception matérialiste de l'histoire. L'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire des luttes de classe. Et dans Socialisme utopique et socialisme scientifique, Engels écrit comment la conception matérialiste de l'histoire a été créée en chassant l'idéalisme. En conséquence, le socialisme n'apparaissait plus maintenant comme une découverte fortuite de tel ou tel esprit de génie, mais comme le produit nécessaire de la lutte de deux classes produites par l'histoire, le prolétariat et la bourgeoisie. Marx et Engels peuvent eux-mêmes faire l'expérience de la preuve qu'ils ont raison, le 18 mars 1871 à Paris. C'est le soulèvement armé et la prise de pouvoir par les ouvriers. C'est la Commune de Paris. C'est la première tentative pratique de société socialiste. Expropriation de grandes usines, salaire ouvrier pour les employés de la commune, égalité de la femme, ce ne sont là que quelques-uns des grands acquis. Engels et Marx imputent une grave erreur à ces Parisiens qui montent à l'assaut du ciel, comme ils appellent les communards de Paris, qu'ils ont trop bon caractère et qu'ils ne sont pas assez déterminés pour supprimer les ennemis de la liberté et pour leur prendre immédiatement la Banque nationale. La contre-révolution s'en sert pour rassembler toutes les forces contre la commune qu'elle déteste. Le gouvernement bourgeois français s'allie à l'ennemi juré, la Prusse. Alors, la civilisation et la justice de la bourgeoisie se présentaient comme la sauvagerie sans masque et la vengeance sans loi, qui assassina des milliers de travailleurs. Après 72 jours, la Commune de Paris est écrasée dans le sang. Ebrard Illner, longtemps directeur de la maison Engels à Wuppertal, veut castrer politiquement Engels. Engels combattant de classe ? Pas question. C'est justement la tragédie de Marx et d'Engels d'avoir été appropriés par différents systèmes politiques jusqu'au régime totalitaire. Si Engels était encore vivant, il serait l'un des cerveaux dirigeants du Parti des Verts. Quelle pitoyable tentative de récupération. Les anticommunistes modernes veulent obstinément construire une contradiction entre certains éléments des positions d'Engels et de Marx et l'ensemble de leur doctrine, et plus encore avec la théorie et la pratique de Lénine, Staline ou Mao Zedong. Marx et Engels doivent être présentés dociles, et Lénine, Staline et Mao doivent être étiquetés comme brutes totalitaires. Mais Marx et Engels sont aussi peu dociles que Lénine, Staline et Mao sont des brutes. Marx et Engels ont plutôt tiré les leçons révolutionnaires de l'écrasement de la Commune de Paris, leçons que Lénine, Staline et Mao Zedong ont partagées, prises en compte et appliquées. Marx remarque, après la Commune de Paris, « Après la Pentecôte de 1871, il ne peut plus y avoir ni paix ni trêve entre les ouvriers de France et ceux qui s'approprient le produit de leur travail. » Marx et Engels en tirent la leçon. La classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de l'ancien appareil d'État. Elle doit le détruire et instaurer la dictature du prolétariat. La classe ouvrière doit opprimer la classe capitaliste, lui retirer la possibilité de reprendre son activité d'exploitation. Pour la grande masse de la population, la dictature du prolétariat signifie une démocratie et une liberté sans précédent, permettant à de plus en plus de personnes de développer une conscience socialiste. Ainsi, elles apprennent à diriger l'État et à assumer la responsabilité pour l'ensemble de la société. La dictature du prolétariat ne sera superflue qu'avec le communisme. Les classes et l'État aussi mourront alors.
Aujourd'hui, les États socialistes unis du monde sont matériellement préparés tous azimuts et à l'échelle internationale. Depuis longtemps, le socialisme n'est plus une utopie mais une science. C'est pourquoi l'anticommunisme est utilisé comme religion d'État afin que la classe ouvrière et les larges masses ne tirent pas cette nécessaire conclusion révolutionnaire et soient détournées de la lutte pour le socialisme. C'est pourquoi nous avons besoin d'un mouvement social, aucune chance à l'anticommunisme. Il lutte contre l'anticommunisme et veut le mettre au banc de la société. Il veillera à ce qu'une discussion sans réserve sur le socialisme soit possible. Je suis sûr que l'humanité fera ce prochain pas en avant dans l'évolution sociale et obtiendra le véritable socialisme de haute lutte. La méthode scientifique de la polémique prolétarienne a été développée dans la lutte contre l'idéologie bourgeoise du capitalisme. Elle est une controverse scientifique très ciblée dont le seul but est d'apporter de la clarté. Sans polémique, il n'y aurait pas de marxisme-léninisme. Sans polémique, il n'y a pas de lumière dans l'obscurité de la confusion de l'idéologie et de la manipulation bourgeoise. Sans polémique, les révolutionnaires ne donnent pas aux masses populaires l'aide nécessaire pour voir clair. Sur Wikipédia, devenue entre-temps une plateforme de l'anticommunisme dans d'innombrables élaborations, la polémique est diabolisée. Son objectif serait d'imposer sa propre opinion, même si celle-ci n'est pas conforme à la réalité, que ce soit entièrement ou partiellement. Sur la base de telles distorsions, des réserves contre la polémique se sont développées dans la société. La polémique serait une attaque hostile, personnelle. Il vaudrait mieux éviter les contradictions de manière harmonieuse, etc. Stefan Engel, en revanche, écrit dans un extrait commenté sur la polémique scientifique en 2019 : La polémique scientifique met à nu la tromperie bourgeoise sur l'amortissement de la lutte des classes. La polémique scientifique doit traiter en détail les déclarations opposées, les réfuter point par point, puis passer à l'offensive et mener une contre-attaque décisive. C'est là que la polémique scientifique se distingue des commentaires souvent pitoyables des faiseurs d'opinion petits bourgeois et bourgeois, dont les déclarations sur l'aggravation de la crise environnementale, par exemple, ne font que dissimuler les causes principales et laissent dans l'obscurité les principaux responsables. Friedrich Engels est un maître de la polémique. Il l'a développée comme une méthode scientifique à la fois de principe et amusante. Son ouvrage, Monsieur Eugène Dühring bouleverse la science, bref, Anti-Dühring, est un modèle de polémique. Il est publié en 1877 comme une suite dans 35 numéros du journal du SPD Vorwärts, En avant, encore révolutionnaire à l'époque. À l'époque, la presse social-démocrate était pleine de toutes sortes de représentants d'une modernisation ou d'une actualisation supposée nécessaire du socialisme. Il ne s'agissait cependant que d'une tentative de priver le marxisme de son contenu révolutionnaire et de le désamorcer pour le rendre conforme au système. Dans les années 1870, le professeur Eugène Dühring se présente prétentieusement comme réformateur du socialisme pour développer tout un système de la nouvelle théorie socialiste. Ces constructions idéalistes remettent en question tout le progrès des connaissances du mouvement ouvrier et des sciences naturelles. Dans son travail, Engels examine patiemment chaque argument et affirmation de Dühring. En lui répondant, il étaye les positions du socialisme scientifique, puis il résume ainsi la polémique. Liberté de la science, cela signifie que l'on écrit sur tout ce que l'on n'a pas appris et que l'on fait passer cela pour la seule méthode rigoureusement scientifique. Quant à M. Dühring, il est l'un des types les plus représentatifs de cette pseudo-science tapageuse qui, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, se pousse partout au premier plan et couvre tout du fracas de sa Camelot extra. Camelot extra en poésie, en philosophie, en politique, en économie, en histoire, Camelot extra dans la chaire professorale et à la tribune, Camelot extra partout, Camelot extra qui a des prétentions à la supériorité et à la profondeur de pensée, Camelot extra qui est le produit le plus caractéristique et le plus massif de l'industrie intellectuelle de l'Allemagne, bon marché mais de mauvaise qualité, exactement comme d'autres fabrications allemandes.
La polémique d'Engels contre Dühring fait effet d'une bombe. Après la publication des premiers articles, les avis sont divisés. Les témoignages d'enthousiasme vif contrastent avec les signes d'accès de fureur impuissante des partisans de Dühring. Pourtant, la polémique d'Engels est toujours créative, utilisant le débat critique pour développer le marxisme. J'ai été contraint de suivre M. Dühring partout et d'opposer à ses conceptions les miennes. C'est ainsi que la critique négative est devenue positive. La polémique s'est transformée en un exposé plus ou moins cohérent de la méthode dialectique et de la conception communiste du monde que nous représentions, Marx et moi. Cette polémique a été si convaincante, si efficace, que d'Eugène Dühring, le public n'a gardé en mémoire que l'anti-Dühring. La polémique scientifique est un élément central de la bataille idéologique dans laquelle nous sommes actuellement engagés dans cette phase historique de transition du capitalisme au socialisme. La polémique a pour méthode de dire qu'il faut découvrir, exposer à l'extrême la contradiction de classes antagonistes, c'est-à-dire inconciliables, pour aider à se décider sur la position de classe prolétarienne. Et c'est précisément de cette manière qu'elle est aussi d'une grande aide pour venir vraiment à bout de l'influence de l'idéologie bourgeoise. La polémique est toujours une attaque créative, elle n'est pas tournée vers le passé mais vers l'avenir, vers la clarification des contradictions. De cette manière, la polémique caractérise aussi, pour ainsi dire, une attitude révolutionnaire de base, car cette position de classe prolétarienne doit bien sûr nager à contre-courant. Elle a aussi des vents contraires, et je dois pouvoir la défendre avec confiance et pleine conviction et pouvoir ensuite la faire valoir. Karl Marx et Friedrich Engels sont les fondateurs du mouvement prolétarien des femmes. En 1884, Engels écrit le livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». Ce faisant, il s'inspire de nombreux extraits commentés, rédigés par Marx sur les travaux du chercheur en anthropologie Lewis Henry Morgan. La découverte d'Engels du double concept de production est révolutionnaire. Les institutions sociales sous lesquelles vivent les hommes d'une certaine époque historique et d'un certain pays sont déterminées par ces deux sortes de production, par le stade de développement où se trouve d'une part le travail et d'autre part la famille. Chaque époque historique est ainsi conditionnée par les étapes de développement indissociables du travail d'une part et de la famille d'autre part. Depuis Engels, cela fait partie des conceptions de base du marxisme-léninisme. En 1999, avec la polémique « Nouvelle perspective pour la libération de la femme », le MLPD a redécouvert le double concept de production d'Engels, qui avait été largement refoulé dans les mouvements de la femme et ouvrier. Marx et Engels s'intéressent au rapport entre les gens. Les économies capitalistes, en revanche, ne s'intéressent qu'à l'échange de marchandises le plus profitable possible. C'est pourquoi la production de marchandises, telles que les voitures ou les vêtements, est aujourd'hui organisée socialement de manière ultramoderne. Mais, pour que les ouvrières et ouvriers salariés viennent travailler jour après jour, plus ou moins rétablis, bien nourris et en bonne santé, pour que de nouvelles générations de travailleurs naissent, soient nourris et éduqués, pour que les personnes âgées et malades soient soignées, cela va sans dire que c'est la tâche des familles privées, en particulier des femmes. C'est là que réside la cause de la double exploitation et oppression de la masse des femmes et de l'oppression spécifique généralisée des femmes sous le capitalisme en raison de leur sexe. L'ordre étatique et familial doit maintenir ces rapports. L'État y représente exclusivement l'état de la classe dominante et, essentiellement dans tous les cas, une machine destinée à maintenir dans la sujétion la classe opprimée, exploitée. Dit Friedrich Engels. L'État bourgeois crée également les lois et les institutions nécessaires et encourage les traditions et la morale bourgeoise pour attribuer aux femmes leur rôle dans la société capitaliste. Les conséquences en sont des salaires chroniquement plus bas, la dépendance économique vis-à-vis des hommes,
la pauvreté en tant que mère célibataire ou dans la vieillesse, la rude épreuve de toute la responsabilité pour les enfants, les soins, la santé, le bon moral de la famille et la pression morale contre leur autodétermination sur leur propre vie, en particulier contre une activité politique révolutionnaire. Les conceptions de Marx et Engels sur la libération de la femme font crier fort la bourgeoisie, c'est-à-dire les capitalistes, ainsi que la noblesse et l'Église. Quelle horreur! Les communistes appellent non seulement à la rébellion contre l'exploitation, mais aussi à la rébellion contre l'oppression de la femme. Maintenir et défendre l'oppression de la femme fait désormais partie intégrante de l'anticommunisme. Sous le capitalisme, la famille est une communauté de solidarité pour les travailleurs et les larges masses. Il n'y a souvent pas d'autre moyen de faire face à la vie compliquée de la société actuelle. Mais sous le socialisme, la famille est progressivement libérée de son caractère de plus petite unité économique. Les relations entre hommes et femmes et au sein des familles sont alors exclusivement basées sur le volontariat, l'affection et l'amour. En un mot, Engels résume ce qui est fondamental pour la libération des femmes. Une véritable égalité entre l'homme et la femme ne deviendra réalité que lorsque leur exploitation par le capital sera éliminée et lorsque le travail ménager privé sera transformé en une industrie publique. Déjà à l'époque, Engels démontre de manière convaincante combien la vie des femmes serait plus facile et la société plus productive si chaque quartier disposait de blanchisseries, de cantines ou de crèches gratuites et de qualité. Il prouve la libération ultime de la femme n'est possible que par le renversement du capitalisme et l'édification du socialisme. Sa théorie est également aux antipodes de l'économisme au sein du mouvement ouvrier, qui ne s'occupe que des questions concernant l'usine, tout en traitant la question de la femme comme une contradiction secondaire. Mais l'idéologie communiste de la liberté englobe toute la vie des humains. Engels applique sa conception sur le rôle de la femme aussi à sa vie personnelle. En Angleterre, il rencontre l'ouvrière irlandaise Mary Burns, qui travaille dans l'une des usines de son père. La courageuse ouvrière, qui à l'époque ne savait ni lire ni écrire, lui ouvre les portes des taudis misérables qu'habitent les travailleurs irlandais et l'introduit dans les cercles de discussion secrets. L'ouvrière, qui a une conscience de classe et ardente révolutionnaire, devient sa compagne bien-aimée. En dépit de toutes les conventions bourgeoises, elle l'accompagne dans ses voyages et à des conférences, ce que la famille Engels de Wuppertal désapprouve beaucoup. Marx et Engels, dans tous leurs célèbres ouvrages, jettent également les bases d'une politique socialiste de l'enfance et de la jeunesse qui va de pair avec la libération de la femme. Aujourd'hui encore, les anticommunistes prétendent que les enfants ne doivent pas être influencés, à l'exception bien sûr de leurs propres influences. Ils s'insurgent contre le fait que l'organisation des enfants du MLPD, les Renards Rouges, exige aussi et réalise une éducation sociale des enfants. La polémique de Marx et Engels dans le Manifeste communiste leur est recommandée. Les communistes n'inventent pas l'action de la société sur l'éducation. Ils en changent seulement le caractère et arrachent l'éducation à l'influence de la classe dominante. Sur proposition de Marx et Engels, l'Association internationale des travailleurs lutte dès le départ également pour les droits des enfants ouvriers et de la jeunesse ouvrière. Elle élabore une conception prolétarienne de l'éducation socialiste. Ils sont convaincus que l'éducation des jeunes personnes doit se composer d'éducation intellectuelle, d'exercice physique et de formation polytechnique. Cette dernière, initiant les enfants et les adolescents au maniement des instruments élémentaires de toutes les branches d'industrie. Souvent, les jeunes à l'école n'apprennent aujourd'hui même pas les compétences pratiques de tous les jours les plus simples. Les fondements idéologiques de la pédagogie marxiste, en revanche, reposent sur l'unité du travail intellectuel et du travail manuel, et donc sur l'éducation des jeunes à devenir des personnalités à part entière. Engels prend fait et cause pour que cela soit la tâche de toute la société.
La double exploitation des femmes travailleuses et l'oppression spécifique de toutes les femmes ne sont pas encore dépassées aujourd'hui. Mais si on suit l'opinion dominante, ça reste notre problème personnel. Nous devrions maîtriser seuls tous ces problèmes sociaux et voir comment nous pouvons concilier famille et travail. Le fait que les causes sociales se trouvent dans le capitalisme est ignoré et nié. Des millions de femmes dans le monde entier, unies dans un mouvement vivant de la femme rebelle, luttent contre cela. Et l'idée se répand que la libération des femmes et la libération de la classe ouvrière vont de pair. Celui qui cherche de nouvelles perspectives pour la libération des femmes doit donc s'inspirer de Friedrich Engels. Nous sommes fiers de vivre dans la région natale de Friedrich Engels, le Bergisch Land. Il y a encore quelques conservateurs rétrogrades à Wuppertal qui condamnent Friedrich Engels comme dénigreur. La personnalité de Friedrich Engels, ses décisions de vie, ses mérites théoriques et pratiques pour le mouvement ouvrier sont encore aujourd'hui un modèle. Friedrich Engels grandit à Barmen, commune de l'actuel Wuppertal. Barmen fait partie de ce que l'on appelle le Manchester de la Rhénanie, la région la plus industrialisée d'Allemagne à l'époque. Y compris en le brutalisant, son père veut élever le fils aîné comme héritier de l'entreprise. Mais le fils décide lui-même de sa voie. À Manchester, il établit ses premiers contacts avec des associations ouvrières. Grâce à sa modestie, il gagne la confiance des travailleurs et prend la décision de sa vie. Il se sépare de son appartenance précédente à la classe capitaliste et prend le parti de la classe ouvrière. Pour les anticommunistes, un tel changement de position de classe est un cauchemar. La rééducation est considérée par eux comme un lavage de cerveau. Et le renoncement à une existence de fils de capitaliste équivaut pour eux au renoncement ascétique à toute joie de vivre. Mais Engels renvoie la balle. Il s'en moque beaucoup et trouve ridicule la conception du monde et la morale des bourgeois et des petits bourgeois. Pour lui, vivre du côté de la classe ouvrière procure un gain de joie de vivre. Voici ce qu'un contemporain a écrit à son sujet. Les jours de la semaine, il vivait dans la plus grande simplicité. Mais le dimanche, c'était une joie de voir à quel point il prenait plaisir à ravir ses amis autour de lui avec le meilleur qu'il pouvait apporter. On peut dire qu'Engels était l'une des personnes les plus serviables au monde. Même sa présence était stimulante, tout comme son courage indomptable et son optimisme. Dans une lettre adressée à August Bebel et à d'autres dirigeants du SPD, Marx et lui écrivent que des gens d'autres classes se joignent également à la classe ouvrière. Ils exigent d'eux. Quand des gens pareils issus des autres classes se rallient au mouvement prolétarien, la première chose qu'il faut exiger d'eux, c'est de n'apporter avec eux aucun reste de préjugés bourgeois ou petits bourgeois, mais de s'assimiler sincèrement à la conception prolétarienne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Engels fusionne avec la classe ouvrière pour le reste de sa vie. Il devient non seulement un enseignant et un dirigeant des ouvriers, mais en même temps, il absorbe leurs meilleurs traits de caractère, de solidarité, de combativité, de ténacité. Un autre contemporain dit « Même de son vivant, les ouvriers aimaient et adoraient Friedrich Engels comme un ami. » Engels est un homme polyvalent. Il a toujours aimé la compagnie de la jeunesse. Il se passionne pour le sport, la natation, l'aviron, l'équitation. Il fait des dessins, écrit des poèmes et des pièces de théâtre, et s'enflamme pour la musique de Beethoven. Le tournant vers la lutte de classe prolétarienne, c'est, en 1844, sa rencontre avec Karl Marx, de 2 ans son aîné. Des jours entiers, ils sont assis ensemble à Paris, où Marx a dû émigrer. Ils défrichent toutes les questions controversées de philosophie et de politique et élaborent une plateforme idéologique commune. Une amitié profonde et à vie se développe. Après la défaite de la révolution bourgeoise en 1848 en Allemagne, Marx et sa famille doivent émigrer en Angleterre. Engels le suit. Pendant 20 ans, Engels effectue des corvées, comme il dit.
dans l'usine de son père pour apporter un soutien financier à la famille Marx tragiquement pauvre. De cette manière, il permet à Marx un travail comme révolutionnaire professionnel à plein temps, sans quoi il n'aurait pas pu mener à bien son travail portant sur le destin du monde. Engels est un ami que tout le monde peut souhaiter. Lorsque le fils bien-aimé de Marx, Edgar, 8 ans, meurt, Marx écrit à Engels. Parmi toutes les terribles douleurs que j'ai traversées ces jours-là, c'est toujours la pensée de toi et de ton amitié qui m'a fait tenir le coup, et l'espoir que nous avions encore quelque chose de significatif à faire ensemble dans le monde. Comme les rencontres personnelles entre Marx et Engels ne sont possibles que dans une mesure limitée, Engels vit à Manchester et Marx à Londres, plus de 1500 lettres ont été conservées dans lesquelles se manifeste un degré élevé d'unification du mode de pensée. Ils se disputent et s'unissent, s'informent réciproquement et sont toujours soucieux du bien-être de la famille de l'autre. La plus jeune des filles de Marx, Éléonore, rapporte « Un de mes premiers souvenirs est l'arrivée de lettres de Manchester. Ils s'écrivaient presque quotidiennement, et je me souviens souvent de More, comme on appelait mon père à la maison, qui parlait aux lettres comme si l'auteur était présent. Non, ce n'est pas comme ça, après tout. Tu as raison, etc. Mais je me souviens surtout comment More a ri des lettres d'Engels, que des larmes coulaient sur ses joues. Le dimanche, il y a souvent des pique-niques dans le parc, des excursions et des fêtes en compagnie d'autres familles, de la femme et des enfants de Karl Marx, qui aiment l'oncle Frédéric tendrement. Même dans les situations les plus difficiles, les amis restent pleins d'une joie de vivre optimiste et conservent un sens de l'humour indestructible. Malgré toute sa précision scientifique, il n'hésite pas à faire une bonne blague et des mots clairs sur des adversaires, comme lorsqu'il maudit le positivisme de merde d'un scientifique renommé. Les filles de Marx présentent une fois à Frédéric Engels une sorte de questionnaire à la manière d'un album de poésie. Il répond tout simplement « Votre vertu préférée, la gaieté. Incarnation du malheur, devoir aller chez le dentiste. Le vice que vous détestez, l'hypocrisie. Devise, take it easy, prends le bien. » Frédéric Engels meurt le 5 août 1895 à l'âge de 75 ans. Il ne veut pas de tombe. L'urne avec ses cendres est jetée en mer par un jour d'automne orageux, sur la côte près d'Eastbourne, sa station bien-aimée de repos. Lénine écrit dans sa nécrologie pour Engels « On peut exprimer en quelques mots les services rendus par Marx et Engels à la classe ouvrière en disant qu'ils lui ont appris à se connaître et à prendre conscience d'elle-même et qu'ils ont substitué la science aux chimères. » C'est ainsi qu'il caractérise la personnalité d'Engels. Ce militant austère et ce penseur rigoureux avait une âme profondément aimante.